des pèlerins. Plus aucune machine de dialyse ne fonctionne sur les lieux. La faute à une coupure d'électricité. Le chemin de croix des anciens militaires blessés de guerre qui voulaient se rendre ce matin au ministère des Finances pour réclamer le paiement de leurs indemnités. Ils n'ont même pas aperçu l'avenue Card parce que dispersés par la police. Bientôt la réouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'ici à novembre. Une annonce du directeur général du COUD, le directeur général du COUD, le centre des œuvres universitaires qui évoque des préalables. Première réaction de Samba Ndiaye après son limogeage de la direction des grands trains du Sénégal. Vous allez l'entendre. Il dit assumer sa déclaration de candidature. À suivre l'actualité internationale, les sports. La revue de presse est en fin d'édition. Point de vue, aujourd'hui, il sera question du conflit israélo-palestinien avec l'escalade notée ces derniers jours. Abdoulaye Diop assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Bété-Diop. La désolation est totale au hangar des pèlerins où sont suivis les malades souffrant d'insuffisance rénale. La raison, toutes les machines de dialyse sont tombées en panne suite à une coupure d'électricité. L'appel à l'aide des malades dans ce reportage, signé Fama Dione. À l'entrée du hall de la salle abritant les dialysés, 4 dames sont assises, l'une sur une chaise roulante, frêle, ailée. Cela fait plusieurs années qu'elles souffrent d'insuffisance rénale. Ajoutez à cela une insuffisance cardiaque. Âgée d'une 50aine d'années, elle renseigne qu'il lui faut sa dialyse au quotidien. On souffre du matin au soir. Sans la dialyse, ça ne va dire que on ne peut pas vivre. Mais presque c'est la clé de notre vie. C'est ce qu'on pourra parler là. Donc vous êtes là depuis ce matin? Moi, je suis là depuis 6 heures du matin. Chaque jour, je viens ici depuis 6 heures du matin. Il y a l'insuffisance cardiaque. C'est pourquoi je ne peux pas vivre 24 heures sans faire mon dialyse. Madame Touré est une hémodialysée. Elle était présente au moment où les machines sont tombées en panne hier nuit. C'était le sauve-qui-peut d'après elle. Infirmier dañuy teel a balancer pour ne waa première heure balancer waa deuxième heure balancer léegi ñu jékki-jékki courant bi xam nga doon tàkk ñoom ñu daw daal di génn ci biti boobu ba léegi nag ay 8 heures 7 heures bu mu jotee defarkat yaa ngi defar waaye ba léegi courant bi kiiwu. Passé le hall, nous avançons à l'intérieur. Ici, les infirmières discutent tranquillement autour d'une table. Pas de machine, pas de boulot. Au moment où nous quittons, nous croisons Fatou Diong, la soixantaine. Elle déclare être sur les lieux depuis 6 heures du matin. Il lui faut sa dialyse. Man nga xam ne dama doon ngénte naan naa lekk naa bi may ñëw sax manuma dox ma ñëw dialyse ko ba gis nga fi ma tëdd nii fi ma toog nii manuma dara dama mandi naa. Les techniciens sont sur place pour réparer les 22 machines qui servent à dialyser les patients. En attendant, c'est le désarroi total. Toutes nos excuses pour ces propos en Wolof non traduits. Octobre rose à Diofior, dans la région de Fatick, plus de 400 femmes ont été dépistées du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Des jeunes filles ont aussi été vaccinées pour prévenir la maladie. L'initiative est de l'association Servir Diofior, où il est maintenant possible de se faire dépister dans les postes de santé les plus reculés. Aminata Goudiaby. Des femmes habitantes des 5 communes de l'arrondissement de Fimela ont massivement rallié le centre de santé de Diofior. Adama Sarr, vice-présidente de l'association Servir Diofior. Notre objectif, c'est d'atteindre 400 à 500 femmes. On est en train de dépister. Donc, notre souhait, c'est de ne pas avoir de cas du tout. Maintenant, s'il y a des cas, on continuera toujours à les aider, à les accompagner dans le traitement de leur maladie. Au-delà du mois d'octobre, le dépistage est accessible. Il se fait au quotidien dans presque toutes les structures sanitaires de la zone de Diofior. Le médecin-chef de district l'a rappelé aux femmes. Mamoudou Ndiaye. Chaque jour, on fait le dépistage des cancers du col et également le dépistage des cancers du sein. Chaque jour, au niveau de toutes les structures, même les postes de santé, les plus reculés, ce dépistage peut être fait et tous les jours. Dans l'association Servir Diofior, on dénombre plusieurs spécialistes de la santé. Ils ont profité des journées de dépistage pour vacciner des filles de moins de 15 ans. Adama Sarr. Ces journées de dépistage, on les couple avec cette année-ci, pour la première fois.
On prévoit de vacciner les filles de 9 à 14 ans. La sensibilisation ne va pas s'arrêter. En collaboration avec les relais communautaires, l'association Servir Diofior va faire le tour de nombreux villages pour mieux expliquer aux femmes l'importance de se faire dépister ou de pratiquer l'autopalpation. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. C'était tendu ce matin en centre-ville entre les éléments de la police et les anciens militaires blessés de guerre. Ces derniers qui voulaient se rendre au ministère des Finances pour réclamer le paiement de leurs indemnités ont été stoppés net à la place de l'Indépendance avant d'être dispersés. Il y a eu aussi des arrestations. Reportage Boubacar Dieng. À peine ont-ils commencé à entonner des cris de guerre qu'ils sont fait disperser à coups de grenades lacrymogènes. La progression de ces blessés de guerre qui voulaient se rendre au ministère des Finances s'est arrêtée à la place de l'Indépendance. La circulation bloquée, les forces de l'ordre essaient de les chasser hors du centre-ville, mais ces anciens soldats qui maîtrisent le terrain se retranchent dans les ruelles de la capitale. Le cœur plein d'amertume, Samba Sow et Ousseynou Fall sont des blessés de guerre. Nous sommes presque 5000 anciens militaires invalides. Le président de la République avait donné des instructions pour le paiement de notre argent. Nous nous sommes même rendus au ministère des Forces armées. Nous avons rencontré le ministre. Il a dit que le paiement va être effectif ce 9 octobre. Mais jusqu'à présent, rien. En plus, il refuse de nous montrer le décret de paiement. Ces gens-là ne respectent pas le président de la République. C'est eux qui bloquent le paiement, qui nous donnent notre argent. Ces blessés de guerre ne comptent pas battre en retraite dans leur combat tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Et ce sit-in des agents de la Croix-Rouge sénégalaise ce matin, ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et courent derrière 3 mois de salaire. Les agents de la Croix-Rouge réclament aussi une meilleure prise en charge médicale. Là-dessus, Angèle Ivan Kamoni, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge. Il est au téléphone avec Khadija Touane. Il y a aussi le retard des salaires. Les travailleurs sont restés 3 mois sans salaire. Il y a aussi les travailleurs demandent la régularisation de 5 agents partis en retraite et l'octroi de numéro de l'espèce aux agents recrutés depuis 2012. Réclame aussi la prise en charge médicale dans une assurance maladie comme par exemple l'IPM. Nous réclamons aussi un représentant des travailleurs au niveau du conseil d'administration. Les points, il y en a beaucoup, mais pour aujourd'hui, nous allons réclamer seulement sur ces 4 points-là. Angèle Ivan Kamoni, donc secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise. Elle était au téléphone avec Khadija Touane. Midi 8 minutes, le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va bientôt rouvrir ses portes. Une annonce du directeur général du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Mais au préalable, une rencontre du conseil d'administration va se tenir. Objectif, discuter des mesures à prendre pour plus de sécurité. Maguette Sen au micro de Ndeye Mati Dieng. Je crois que le campus social va ouvrir très bientôt. Donc, mais au préalable, il y a des conditions quand même que nous voudrions discuter avec les étudiants, avec le corps professoral, puisque vous savez que le 1er juin a été une date mémorable dans l'histoire de l'université. Des violences sans précédent, des saccages. Donc, il va falloir quand même, avant de réouvrir, que l'on puisse en tout cas discuter des conditions de sécurité, des conditions d'accès, des conditions d'hébergement. En tout cas, toute action allant dans le sens d'apporter la paix sociale au sein du campus. On veut discuter de ces questions-là, avoir un consensus fort autour de cela et certainement après cela, on va très bientôt ouvrir. Oui, ça va se faire pour cette année universitaire 2023-2024. La semaine prochaine, déjà avec le conseil d'administration du COUD, après plus tard, on va évoluer rapidement. D'ici novembre, normalement, on va ouvrir campus social. Maguette Sen s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de fournitures aux écoles de Malikounda dont il est le maire. À Keur-Massar, le CM de l'unité 6 des Parcelles Assainies, toujours dans un état dégradant. Le mur de l'école s'est affaissé depuis 3 ans maintenant. Une situation qui inquiète la direction et les parents d'élèves. Aminata Bah.
et le danger reste permanent. Une alerte du principal de l'établissement, Moustapha Fall. Nous attendons surtout que nous aide à refaire ce mur qui est en train de s'écrouler. Ça devient même un problème de sécurité pour les élèves, même pour l'administration. Parce que vous avez vu la végétation très dense, de plus en plus, qui se développe. Vraiment, c'est l'appel que je lance encore à la direction de la construction scolaire au ministère pour nous aider à reprendre donc ce mur. Les parents d'élèves préoccupés par la situation s'étaient engagés pour la réfection, mais le coût estimé à plus de 9 millions de francs CFA dépasse leurs moyens. Abdoulaye Ba est leur président. En tant que parents, nous essayons, même nous avons fait des devis. Jusqu'à présent, ça reste à table. C'est maintenant 3 ans. C'est pour cela que nous demandons l'aide des autorités. Le collège d'enseignement moyen de l'une des 6 des parcelles assainies de Keur Massar Sud, créé en 2016, reçoit un nombre pléthorique d'élèves alors que les classes et les tables bancs sont insuffisantes selon le principal Moustapha Fall. Regardez vous-même, nous avons presque 2400 élèves. Nous avons 11 salles qui tournent. Les responsables de cet établissement scolaire comptent sur les autorités éducatives pour la résolution de ces difficultés pour le bon déroulement des cours. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Et on parle à présent de la campagne agricole à Pekes. Les récoltes ne s'annoncent pas prometteuses pour ce qui est de l'arachide. En tous les cas, d'où l'inquiétude des cultivateurs. Ils pointent du doigt la quantité des semences reçues, quantité jugée très insuffisante en tournée dans la zone. Arsounou Momel a invité l'État à fixer le prix du kilogramme de l'arachide à 700 francs CFA. Cheikh Anta Diop. Taïba-Niang, dans la commune de Pekes, la campagne agricole risque d'être catastrophique. Abdou Aziz Niang est le chef de village de Taïba-Niang. Non seulement la quantité de semences reçues est insuffisante, très en deçà de nos attentes, mais la qualité laisse à désirer. On m'a remis que 3,5 kg alors que j'ai 38 carrés à exploiter. En tournée dans la zone, Bassirouba de Arsounou Momel invite l'État à donner carte blanche aux agriculteurs dans la commercialisation de l'arachide. Il faut que l'État nous donne la possibilité de vendre nos récoltes à notre guise. Nous avons décidé de proposer le kilogramme d'arachide à 700 francs. L'État doit ouvrir les frontières. Aussi, les cultivateurs déplorent le manque de considération affiché à leur endroit de la part d'Aly Ngouille Ndiaye, qui a choisi de jeter l'éponge à la veille de la campagne agricole pour des raisons politiques. Aly Ngouille Ndiaye a préféré tourner le dos juste à la veille de la campagne. À l'heure actuelle, les techniciens présents sur le terrain se trouvent dans l'incapacité de faire des estimations par rapport au rendement attendu car ils se disent négligés. Les producteurs n'ont pas manqué de décrier la mauvaise qualité des semences cette année. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. En politique, le désormais ex-directeur général des grands trains du Sénégal, Samba Ndiaye, réagit au lendemain de son limogeage lié à sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024. Il assume pleinement et compte maintenir sa candidature jusqu'au bout. Samba Ndiaye interrogé par El Hadj Ndiogoudien. J'ai une vision, un vécu, une expérience, une expertise qui aujourd'hui m'ont amené, comme je suis également homme politique, à penser qu'en tant que leader de parti politique, je devrais aller à la conquête du pouvoir. Et c'est donc en tant que citoyen dans un pays démocratique que j'ai déposé officiellement ma candidature. Et l'objectif avec mes partisans, c'est en 2024 de remporter la présidentielle pour servir le Sénégal. Parce que je suis un serviteur, j'ai toujours été un serviteur. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce limogeage. Justement, cette déclaration de candidature vous a coûté aujourd'hui votre poste de directeur général des grands trains du Sénégal. Est-ce que vous ne regrettez pas cette décision? Vous savez, moi j'avais écrit un courrier au président de la République parce que quand il a fallu qu'on travaille ensemble, on s'était vu, on avait échangé. J'avais estimé aussi également qu'en se quittant, on pouvait s'asseoir pour que je lui dise merci. Mais c'est cette option qui a été choisie. Mais vous savez, comme je l'ai dit à une autorité hier qui m'a appelé dans ce cadre-là, que moi, je maintenais ma candidature en toute responsabilité et les conséquences, voilà, je suis prêt à les subir. Aujourd'hui, j'ai l'expérience, comme je l'ai dit tantôt, voilà, et j'ai la crédibilité, je pense qu'il faut. Donc je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas être candidat. Le président Macky Sall n'en est pas un.
je me sens beaucoup plus capable, beaucoup plus compétent, je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus patriotique que tous les candidats. C'est ma conviction. Donc, je maintiens ma candidature et je me battrai jusqu'au bout. L'ouverture de la session ordinaire unique de l'année, les députés convoqués à l'Assemblée nationale samedi. Focus donc sur l'opposition. C'est parce que le contexte de la présidentielle a changé la configuration des forces. Yewwi Askan Wi Wallu, ça devrait bouger au sein de ces groupes parlementaires de l'opposition. Mohamed Alimba signe le dossier de ce midi. Les forces en présence vont être nécessairement reloquées à l'Assemblée nationale. Papa Amadou Fall redoute même une implosion au sein de l'opposition. Il est analyste politique. C'est une recomposition qui est attendue. Les forces en présence ne sont plus les mêmes. Si la majorité peut conserver peut-être son poids, en peut-être même se bonifiant dans une certaine mesure, du côté de l'opposition de manière générale, les départs ne pourraient pas surprendre. Le poids de l'opposition va davantage s'amoindrir et Benno Bokk Yakaar va redevenir plus fort. Babacar Dione, journaliste, analyste politique. Aujourd'hui, donc, il y a donc un partage de ces députés, oui, il faut le constater, entre beaucoup de partis de l'opposition. Et Benno donc est resté un peu uni, même si quelque part, bon, on avait vu donc le départ de Aminata Touré depuis donc la dernière session parlementaire. Mais aujourd'hui, Benno est beaucoup plus fort que Yewwi, qui était presque donc en équilibre avec Benno. Du côté de l'opposition, qui va donc donner le ton et quel va être cette fois-ci le comportement des non-alignés? Papa Amadou Fall. C'est un jeu d'offre, Si c'est attractif, certains oublieront. Vous savez, ce n'est plus une question de philosophie politique qui est en jeu aujourd'hui. C'est simplement des jeux d'intérêt de la part de certains. Et c'est à ce niveau que l'on peut s'attendre peut-être à ce qu'il y ait vraiment des choses extrêmement surprenantes qui pourraient se passer à l'Assemblée nationale. La session unique de l'Assemblée nationale s'ouvre ce samedi. L'année dernière, les forces en présence s'étaient presque équilibrées entre l'opposition structurée autour de Yewwi et Wallu. Avec 83 députés, Benno a arraché de peu l'ascendant sur l'opposition menée à l'époque par Ousmane Sonko et ses 80 députés. Mohamed Alimba, c'est devenu courant. Des leaders de l'opposition en tournée voient leur caravane ou leur cortège stoppé par les forces de l'ordre. Dernier cas en date, Abdourahmane Diouf de Awalé. Hier à Kébémer, pas loin de là-bas. À Louga, les avis des citoyens sont partagés sur cette situation que vivent certains candidats de l'opposition. Reportage Nafissatou Ndiaye. C'est la deuxième fois que la police nationale interpelle un candidat à la présidentielle venu faire sa tournée dans la capitale du Ndjambour, ce que déplorent certains habitants de la région. Nous ne magnifions pas cela car tout candidat doit aller là où il veut. Chaque Sénégalais est libre de se présenter comme candidat et d'aller rendre visite à tous ses militants. Aussi, il faut noter que Louga est un bastion électoral connu et reconnu. Ibra Kassé, nous l'avons rencontré vers la place publique Mansour Bouna Ndiaye. Lui aussi abonde dans le même sens. Ce qui se passe actuellement au Sénégal est vraiment déplorable, voire même inadmissible. Les candidats du parti au pouvoir circulent comme ils veulent sans aucune difficulté. Mais quand il s'agit de quelqu'un de l'opposition, il est carrément bloqué. Alors que l'État du Sénégal doit assurer la sécurité de tous les Sénégalais. Louga est un bastion électoral connu et reconnu selon nos interlocuteurs. C'est pourquoi il n'est pas question pour les candidats de rater cette étape dans leur campagne. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Et c'est avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. À la une de l'actualité internationale, la guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 1600 morts depuis le début des attaques. C'était samedi dernier et le conflit a également provoqué le déplacement de plus de 180 000 personnes à Gaza, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. D'ailleurs, la situation humanitaire devient préoccupante. L'ONU rappelle à Israël que le siège complet de Gaza est interdit par le droit international humanitaire. Khadija Anne.
Au 4e jour des hostilités, l'armée israélienne a plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière avec Gaza, mais des infiltrations peuvent encore arriver, a dit un porte-parole de Tsahal. Selon l'état-major, un hélicoptère de l'armée israélienne est intervenu mardi matin après l'incursion d'une cellule considérée terroriste dans la région de Zikim, à la lisière de la bande de Gaza, a rapporté l'état-major. Environ 150 otages ont été amenés par les miliciens du Hamas lors de leur infiltration initiale et le mouvement islamiste menace désormais de les exécuter en réaction aux frappes aériennes d'Israël sur Gaza. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 900 morts et 2800 blessés sont recensés à cette heure côté israélien, près de 800 morts et près de 2600 blessés côté palestinien. L'armée israélienne dit ce mardi matin avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas sur le sol israélien depuis samedi. L'Allemagne qui ouvre une enquête autour des membres de Hamas. L'information a été confirmée par le journal Bild. Selon le porte-parole du ministère public fédéral, cette enquête est ouverte pour les soupçons de meurtre, d'homicide involontaire et de prise d'otages. Des citoyens allemands figurant parmi les personnes victimes de l'attaque du Hamas. L'Organisation mondiale de la santé a demandé mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza qui est donc bouclée et bombardée par les forces israéliennes après ces attaques du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël. L'OMS précise qu'elle est en plein pourparlers avec les différentes parties. Sur le continent africain, premier départ de militaires français au Niger. L'état-major français a confirmé ce mardi à l'agence France Presse les premiers départs de militaires et d'équipements français du Niger, conformément à la planification et à la coordination en cours. Environ 1400 soldats français étaient jusqu'ici déployés au Niger. Au Mali, les forces armées ont repris le contrôle total de Anefis. Une localité située à une centaine de kilomètres de Kidal au nord du Mali. De violents affrontements ont opposé les FAMAS aux groupes armés de la CMA. Les avis des Bamakois dans ce micro-trottoir réalisé par Zanga Abdoulaye Ouattara. C'est vraiment salutaire. Nous nous réjouissons pour ça. Nous demandons aux FAMA de continuer dans la même lancée. On espère que d'ici quelques jours, ils vont aussi prendre le contrôle de Kidal et de Menaka. Car nous les femmes, la crise sécuritaire nous cause beaucoup de difficultés. C'est une très bonne nouvelle pour nous les Maliens parce qu'on l'attendait depuis des années. On attend de voir que les femmes puissent entrer dans les autres localités parce qu'on ne peut pas voir une localité ici au Mali qui soit à l'emprise des terroristes. Vraiment, on souhaite que les femmes récupèrent tous les territoires nationaux et que tous les Maliens puissent jouir de leurs droits comme il le faut. Bon, moi je suis fière d'être malienne et voir que nos femmes ont pu vraiment entrer à Nefis. Donc on espère qu'ils pourront même récupérer le territoire malien, Inch'Allah. Voilà Georges, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec le professeur Babacar Sam, ancien ambassadeur en Égypte et enseignant au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales, nous allons parler du conflit israélo-palestinien avec l'escalade de ces derniers jours. Escalade qui a déjà fait 1600 morts. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Détier. Alors le double ballon d'or africain El Hadj Diouf parle du match Sénégal-Cameroun. Il évoque des souvenirs, mais également il donne des conseils à la génération actuelle face à cette équipe du Cameroun pour le match amical prévu le 16 octobre prochain. El Hadj Diouf estime que le Sénégal, étant champion d'Afrique, se doit de respecter son rang et se doit de renforcer la confiance auprès des supporters avant les compétitions en Côte d'Ivoire. Et là, Youssouny Diouf, que nous écoutons. C'est un bon test, que ce soit pour les Camerounais ou nous. Le match il est bien arrivé à temps parce que d'abord, des grandes institutions du football n'ont pas le droit de perdre 2 fois de suite. Et on a perdu malheureusement contre l'Algérie chez nous. On ne peut pas avoir un match aussi grand de jouer contre une institution comme le Cameroun, même si c'est plus le Cameroun d'avant. Maintenant, le Sénégal est de loin devant le Cameroun.
avec son organisation, avec ses joueurs et avec ses supporters. Aujourd'hui, quand on parle d'organisation, la Fédération sénégalaise de football est loin derrière pas mal de fédérations. Maintenant, le Sénégal gagne, c'est parce que aussi tout est bien prêt, voire très bien organisé. Je dirais que le match Sénégal-Cameroun, c'est un bon match de football et que c'est deux géants de football africain qui vont se rencontrer et que le meilleur gagne. Mais je dirais que pour nous, c'est un bon test avant la Coupe d'Afrique et pour les Camerounais aussi. Et on se doit de gagner pour notre peuple. On va défendre notre titre. On a la meilleure équipe d'Afrique encore. Et donner beaucoup de confiance à nos supporters. Le Sénégal donc qui va jouer contre l'équipe du Cameroun à Lens en France. Il a mis fin à sa carrière aujourd'hui. C'est Eden Hazard qui arrête à l'âge de 32 ans. Il était sans club depuis son départ du Real. Il est passé par Lille, par Chelsea et enfin le Real au niveau de la sélection nationale avec les Diables Rouges de la Belgique qui compte 33 buts pour 126 sélections. À noter également cette information ce matin, donnée ce matin par l'UEFA. La Turquie qui va co-organiser la Coupe d'Europe des Nations avec l'Italie. La compétition est prévue en 2032, Georges. L'arène nationale, la lutte, l'on va vers des combats chocs cette année. Des combats explosifs qui vont opposer tous les ténors qui vont s'affronter. Pratiquement, il n'y a pas un seul grand nom de la lutte qui va être au chômage cette année, ce qui promet de beaux combats, mais également de très belles séances de lutte à l'arène nationale. Aboundour, directeur de publication du site lesarenetv.com, décortique toutes ces affiches. On s'achemine directement vers le combat royal entre Modou Lô et Ama Baldé le 5 novembre. Le 12 novembre, soit une semaine après, ce sera Eumeu Sène Tapha Tine. Ensuite, une semaine plus tard, ce sera encore le combat l'acte de Siteu. Au mois de décembre, il y a le combat, on attend le combat au relan de conflit de génération entre Bombardier et Reug Reug. Il y a aussi le combat Ama Baldé et Gris Bordeaux. Le combat du 1er janvier entre Modou Lô et Boy Niang. Sa Thiès devrait remettre le Ngem. Balla Gaye également. Il y a aussi le combat entre Fils de Balla et la Cruz. On pourrait aussi s'attendre à ce que des jeunes aux dents assez longues comme Franc donc puissent donc avoir des combats. Il y a également le combat entre Zarko et Diène Kaïré. Toutes choses qui font que on s'achemine vers une saison où tous les VIP pourraient donc avoir un combat et ce serait quelque chose de vraiment inédit. Un bon serreur, Georges, on va chercher un bon tailleur pour préparer des grands bouts pour toutes ces affiches. N'est-ce pas? Bien sûr. Et on ira ensemble à l'arène. Il n'y a pas de souci. Merci Malal Junior Diagne pour la page de sport. RFM, la presse du jour. La presse du jour, lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Explosion de gaz à Derklé, l'arbre qui cache la forêt, de drame. Visiblement, c'est un drame sans fin pour la famille Diouf à Derklé. Famille secouée par l'explosion d'une bombe de gaz le mois dernier. Hier encore, un décès enregistré. Parmi les victimes, en tout 8 vues fauchées en plein vol. Total Énergie au banc des accusés. Libération remarque ce matin que l'affaire est proprement scandaleuse. Scandaleuse depuis que ce drame a été noté. Au moins 3 cas de fuite de gaz impliquant le lot L28 ont été enregistrés. Ce n'est pas tout. Mon confrère note que les services du commerce ont découvert quelque chose de plus incriminant encore à Derklé. Sur les lieux du drame le jour J, le chef de l'État déplore et exprime ses condoléances. Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar, annonce des plaintes contre Total au Sénégal et en France. Constate de son côté Vox Populi sans plus de précision. Pendant ce temps, le cancer continue de gangréner le sein de nos dames. Près de 2000 cas enregistrés par an avec 951 décès. Busby le jour note que l'assassin fait lui-même son plaidoyer. Les autorités invitées donc à organiser la riposte aux côtés des populations. Octobre n'est pas tout à fait rose. Dans le soleil alors le plaidoyer de Macky Sall auprès de Bill Gates pour une industrie biotechnologique des plateformes de commerce
commercialisation en Afrique. Le patron de Microsoft annonce 20 milliards de francs CFA pour la production de vaccins sur le continent. Azali Assoumani, le président en exercice de l'UA, regrette le faible taux de vaccination des enfants en Afrique. L'enseignement professionnel privé au Sénégal, le journal Le Quotidien pointe les mots d'un secteur dès la première page et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, 9% des établissements sont sans autorisation, 7% d'écoles sont déclarant, près de 18% de formateurs sans diplôme. Politique vers de nouveaux bras de fer entre groupes parlementaires à l'hémicycle, l'ouverture de la session ordinaire unique 2023-2024, ça promet du grabuge, majorité opposition, ça risque de se crêper les chignons, alerte Sud Quotidien. En attendant, Khalifa Sall solde ses comptes dans Vox Populi avec ses anciens camarades de Yewwi Askan Wi. Mon confrère de confier qu'il ne va pas s'accrocher à Yewwi pour légitimer sa candidature. Khalifa de dire enfin qu'il croit quand même fermement au dialogue, même derrière les barreaux. Inch'Allah, je gagnerai les élections et je serai le 5e président de la République du Sénégal, a-t-il confié. Ousmane Sonko lutte toujours pour sa candidature. Son recours portant radiation des listes électorales examiné ce jeudi. La décision très attendue du juge du tribunal de grande instance Ziguinchor, ce après le rejet de son recours par la Cour suprême. Le journal Les Échos note ce matin que c'est sa dernière chance. Le sort de Sonko entre les mains de Sibasi Faye, le juge qui va devoir se pencher sur le dossier. Source à note que Sibasi Faye est un juge qui a officié à Dakar, à Kongol. Il traîne derrière lui la réputation de magistrat intègre, honnête donc et rigoureux. Macky Sall et son nouveau gouvernement, diagnostic d'un retard à l'allumage. L'observateur explique que à l'origine, il y a des erreurs de jugement et la peur de créer des frustrés et des mécontents. La crise d'autorité de fin de règne, ça négocie fort entre lui et son premier ministre Amadou Ba. Et puis sport pour boucler en première page des quotidiens. Amical Sénégal-Cameroun à Lens, c'est en France. Stade Quotidien s'inquiète de suite pour l'attaque du mois avec Boulaya. Notre attaquant ronge ses freins et arrête son compteur. Boulaya ne marque plus, seulement un but signé cette saison. Il ne réussit toujours pas à digérer son transfert avorté. Réveil attendu donc face aux Lions indomptables. En tout cas, les Lions du Sénégal, eux, ont livré hier le premier galop. Annonce textuellement record. En forfait, Nicolas Jackson, il a été remplacé par Abdallah Sima. Gana Gueye et Moriyaw sont déjà dans la tanière. 21 Lions en tout déjà présents. Bon lecteur. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 32 minutes. Nous avons déjà en ligne Ali Farindia et en attendant le professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur en Égypte et enseignant au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Ali Farindia. Oui, bonjour. Alors, vous êtes spécialiste des questions des relations internationales. Nous parlons dans ce midi du conflit israélo-palestinien. Déjà plus de 1600 morts après l'assaut du Hamas samedi dernier. Alors, Ali Fari, comment en est-on arrivé à cette situation quand on sait qu'Israël pensait contenir un Hamas fatigué par la guerre pendant 2 ans? Oui, il faut constater avec tout le monde que c'est une surprise extraordinaire que le Hamas a réussi et a infligé donc à Israël ce qui est peut-être l'une de ses plus grandes défaites. On ne peut pas parler de défaite de guerre, mais d'une des plus grandes batailles. Israël est perdu avec autant de morts. Depuis 1973. Ce qui est une surprise pour le monde entier, parce que Israël était un peu réputé pour, avec ses services de renseignement extraordinaires, le Massoud et le Mossad, et aussi avec ses processus d'expansion, on pensait que la sécurisation de ces zones israéliennes était quelque chose qui était réglé. Mais avec cette situation, l'escalade qu'on est en train de vivre, on se rend compte que ça prouve tout simplement que les processus d'étouffement du peuple palestinien ont atteint son paroxysme et ont poussé effectivement le Hamas, à travers ses partenaires, ses connexions et ses attaches, à réussir cette opération qui, du reste, ne pourrait pas avoir de chance de réussir s'il n'y avait pas des soutiens externes au Hamas aux yeux de beaucoup d'observateurs. Quels sont ces soutiens? En fait,
même si tous les gens pensent à l'Iran comme étant le pays... L'Iran qui a rejeté l'accusation. L'Iran, c'est ce que j'ai voulu dire, l'Iran a refusé l'accusation. Mais quand on se rend compte que même si ce n'est pas l'Iran directement, ça peut être les alliés indirects de l'Iran. Parce que vous rappelez-vous que, par exemple, si on va en Syrie, le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Et si on va aussi au Liban, la partie sud du Liban aussi, on se rend compte que ça soit, si ce n'est pas directement l'Iran, ça peut être le Hezbollah qui soutient la Syrie, ça peut être aussi même l'Égypte, qui est le seul point d'accès entre Israël et le monde arabe, est aujourd'hui soupçonné. Parce que véritablement, donc la question c'est que même si certains gouvernements arabes, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite dans une moindre mesure, la Jordanie, sont dans de bons rapports avec Israël, tout laisse penser qu'au niveau des peuples, il y a une volonté de soutien du peuple palestinien. De là à dire qu'il y a des soutiens externes à Hezbollah, il n'y a qu'un pas que tout le monde ne compte pas se permettre de franchir. En tout cas, à la lumière de ce qu'on a vécu jusqu'ici, on se rend compte que c'est véritablement une situation qui a surpris le monde entier et qui est en train de dégénérer. Et on ne souhaite pas que la désescalade puisse effectivement embraser toute la région. Mais justement, est-ce que le Hamas ne faisait pas dans une campagne de tromperie pour en arriver à cette attaque? Parce que le Hamas, selon certains observateurs, donnait l'impression qu'il n'était pas prêt pour le combat. Oui, c'est ça la théorie diversionnaire en relations internationales et en stratégie militaire. Parce qu'ils ont focalisé Israël, ils ont canalisé l'Israël dans un schéma où effectivement ils n'ont pas pensé qu'avec sa capacité, le Hamas pouvait le faire. Mais aujourd'hui, avec ce succès, avec la première nuit, avec les 5000 roquettes, on s'est rendu compte aussi que le Hamas, si petit soit-elle, si faible pensait-on, et a montré les faiblesses véritablement de la puissance israélienne. Et la vulnérabilité du système israélien. Et c'est ça l'humiliation. Parce que véritablement, c'est quelque chose à laquelle Israël ne s'y attendait pas et beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Maintenant, la question c'est de savoir, c'est que qu'est-ce qui a bien pu se faire et comment stratégiquement le Hamas a réussi à divertir Israël au point de réussir ce coup-là et à l'humilier même à l'intérieur de son propre territoire. C'est véritablement un certain nombre de questions où, effectivement, après la fin de l'escalade, des commissions d'enquête internes au Knesset vont essayer de trouver. Mais il faut reconnaître que c'est un coup qui n'a jamais été, c'est une humiliation que Israël n'a jamais obtenue depuis la guerre de 1967. Mais aussi, il ne faut pas dissuader la capacité de remontada de l'Israël. Parce que rappelez-vous, en 1967 aussi, l'initiative de la guerre venait d'abord, les premiers jours, c'était le succès des pays arabes, mais en 6 jours, Israël a inversé la tendance. Aujourd'hui, donc, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre, parce que le rapport de force militaire est favorable à l'Israël, les soutiens des Occidentaux sont favorables à l'Israël, et même si la Palestine... Justement, on reviendra à ces soutiens et aux réactions dans un instant. Ali Farendia, le temps de donner la parole au professeur Babacar Sam. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure à Ali Fari, comment en est-on arrivé à cette situation au point que le Hamas trompe Israël? Est-ce que Israël devrait dormir sur ses lauriers pensant qu'il n'y allait pas y avoir d'attaque alors qu'il continuait d'occuper les territoires palestiniens? Oui, je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé, ça a été une surprise pour le monde entier, mais surtout pour les services secrets israéliens qui sont vraiment des services très performants. Je pense que donc cette opération dénommée Dulus del-Aqsa, donc c'est une opération qui a été mûrement réfléchie et menée dans le secret. Et je crois que c'est un acte sans précédent. Ce qui s'est passé en 1967, c'était la guerre entre Israël et l'Égypte, soutenue par les pays arabes. En 1973 également, il y a eu cette surprise que Anwar al-Sadat, président de l'époque, après Nasser, a attaqué Israël et a eu une demi-victoire sur Israël. C'était la première fois depuis les guerres de 48-49, de 1955-54, etc., ce qu'on appelle la guerre de Suez. Mais cette fois-ci,
C'était le 6 octobre. Cette fois-ci, c'est 7 octobre également. Ah, donc, ce qui veut dire que 50 ans après, jour par jour, Israël s'est trompé encore. Le jour du Shabbat surtout. Hein? J'ai dit le jour du Shabbat surtout. Voilà, sur le sabbat, c'est un samedi où les Israéliens, donc c'est leur jour de repos, c'est un jour saint pour les Israéliens. Ils ont fait exactement la même chose également en 1973. Donc, ce qui veut dire que Hamas n'est pas un État, c'est seulement une organisation qui a donc militaire qui s'appelle Kataib al-Qassam. Izzuddin Qassam. Et donc l'État d'Israël contre donc seulement un détachement de l'armée d'une organisation qui a fait donc tant de morts en Israël, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire et que donc c'est le début justement de la faillite donc de la stratégie israélienne tout sécuritaire ou toute répression. Parce que je crois que la répression et donc les tueries ne vont jamais régler le problème. Je pense qu'il faut absolument qu'Israël accepte les résolutions de l'ONU, qui l'invitent donc à quitter les colonies. Mais Israël continue à les colonies et a fait un mur entre Israël et Palestine. On en viendra tout à l'heure, professeur, aux pistes de solutions. Je reviens à Ali Farindiaï. Comment jugez-vous les réactions de l'Occident qui condamne l'attaque du Hamas, mélangeant Israël, et les réactions mitigées, surtout des pays arabes? Oui, les réactions du monde occidental ne surprennent pas. Déjà, l'Amérique, qui est le grand frère de l'Israël, est le premier à monter au créneau. L'Europe aussi a suivi, parce que ça ne surprend pas, parce que ces pays ont une longue tradition de soutien à toutes les initiatives israéliennes. Même s'il faut reconnaître que la surprise peut venir un peu de la réaction de certains pays européens, parce que si on comprend jusqu'à récemment, certains pays européens comme la France étaient un peu dans une position d'équilibriste. Ils étaient pour une solution à deux États et souvent ils condamnaient les exactions quand Israël faisait des exactions dans la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, c'est avec ce qu'on a vu par exemple dans un pays comme la France, avec le grand rassemblement des juifs de soutien à Israël qu'on a vu aux Champs-Élysées, tout laisse croire qu'effectivement c'est l'aile un peu pro-israélienne radicale qui est en train de prendre le devant sur l'aile modérée. Et c'est ce qui est un peu la surprise. L'Amérique, c'est la règle. Les administrations américaines seront toujours au sujet d'Israël, mais c'est la réaction européenne qui a un peu surpris. Et en réaction à ça, c'est peut-être... certains États même qui suspendent l'aide qui était attribuée au peuple palestinien, même l'Union européenne. Oui, mais ça c'est insensé parce que le peuple palestinien, et en faisant cela, l'aile modérée du peuple palestinien va se radicaliser autour de Hamas. Je veux dire les Européens qui soutiennent le gouvernement du président Abbas et les modérés qui sont pour les deux États, si une telle décision est de nature à affaiblir le gouvernement d'Abbas et de renforcer la Hamas au niveau du peuple palestinien. Et donc, ça, je ne crois pas que ça soit une bonne méthode. Parce que les réactions des pays arabes maintenant, même pas aux Palestiniens de véritablement aider à régler leurs propres problèmes. Les réactions des pays arabes maintenant, très rapidement. Excusez-moi. J'ai dit les réactions des pays arabes jugées mitigées. Les réactions des pays arabes aussi sont des réactions qui sont plus ou moins modérées, parce qu'une bonne partie de ces pays-là savent que leur peuple soutient le peuple, la cause palestinienne. Même si depuis un certain temps, on a vu des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Maroc, comme d'autres, la Jordanie, qui ont des rapports extraordinaires, des rapports diplomatiques avec Israël. Donc, eux, leur position est fonction de l'équilibre et de la situation intérieure. Donc, entre le soutien que les gouvernements occidentaux ont vu d'Israël, on rend compte que les peuples arabes sont toujours pro-israéliens, même si leurs gouvernements ont des positions mitigées. Maintenant, face à cette situation, il y a la préoccupation importante, c'est comment l'Iran, la Turquie, les positions de l'Iran et la Turquie me paraissent les plus importantes. Parce que la Turquie de Erdogan est devenue incontournable géostratégiquement et on a vu que Erdogan a été, comme l'a dit le professeur Babacar Samou,
a invité Israël à ne pas aller dans une situation excessive, d'utilisation excessive de la force. Et cela veut dire que les pays arabes, en fonction de la riposte israélienne, une bonne partie des gouvernements seront soit contraints de suivre leur opinion publique ou effectivement de faire face à des manifestations de rue qui, en réalité, va créer une situation où il n'y aura pas de solution du milieu. Merci. Je crois que entre ces deux extrêmes, il va falloir qu'il y ait un certain nombre d'initiatives qui viennent de certaines zones d'autres localités pour enfin pousser, comme l'a dit le professeur, à ce qu'il y ait une initiative onusienne de résolution de ce conflit-là et qui va aboutir, à mon humble avis, à l'application des décisions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'acceptation de deux États, ou de relance du processus de paix, ce qu'on attendait principalement des administrations démocrates comme l'administration Joe Biden, comme Clinton l'avait fait avec dans les accords de Camp David. Merci Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales. Professeur Babacar Samba, est-ce qu'une médiation de l'Égypte ou du Qatar pourrait réussir ces deux États qui tentent notamment de jouer un rôle pour parvenir à une accalmie? Le Qatar étant lié au Hamas, mais également à Israël. Oui, c'est vrai que Qatar joue un rôle international, aussi bien dans le monde arabe qu'à travers le monde pour la paix, qui a rapproché même l'Iran et d'autres pays arabes, et qui, comme la Chine aussi, a rapproché même l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, les pays arabes véritablement avaient une organisation qui était très active dans la recherche de solutions, qui est donc la Ligue des États arabes. Et dans les statuts de la Ligue des États arabes, bien entendu, un pays agressé, c'est comme tous les autres pays agressés, doit être en un seul corps pour défendre donc ce pays-là. Ça a été donc c'est cela qui a amené la guerre de 67, la participation de tous les pays arabes. En 1973, la participation de tous les pays arabes. Mais entre-temps, bien entendu, il n'y a plus des hommes comme Saddam Hussein, Gamal Abdel Nasser, Kadhafi. Donc tous ceux qui sont à la tête des pays arabes maintenant sont plutôt alliés aux États-Unis. Et donc, je pense que les Palestiniens se sont sentis un peu abandonnés par les Arabes. Et c'est pourquoi les idéologies extrémistes ont pris donc le dessus sur les modérés, c'est-à-dire l'extrémisme de Hamas et l'extrémisme de Netanyahou, c'est-à-dire le Likoud et ses alliés, qui sont tout ou rien. C'est-à-dire l'ensemble de l'État de la Palestine fait partie d'Israël, comme aussi le disent la Hamas, l'ensemble d'Israël fait partie de la Palestine. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive quand même à ce qu'il y ait des pays comme Qatar et l'Égypte, qui est le pays le plus armé, le plus performant sur le plan militaire dans le monde arabe. Donc de faire des avances de négociation, des initiatives. Sinon, on risque un embrassement. C'est-à-dire que, vous savez que, comme le Golan et l'occupation des colonies, le sud du Liban, tout ça est occupé par Israël. Contre donc tout ce que disent les résolutions des Nations Unies pour l'évacuation. Et que donc le Gaza n'a pas une seule issue que par le Rafah, c'est-à-dire le tunnel qui part vers l'Égypte. Sinon, Israël contrôle tout. Rien ne peut entrer là-bas. Maintenant, vous avez entendu hier le ministre des Affaires, le ministre de la guerre d'Israël, parce qu'eux, ils n'ont pas mis de défense, le ministre de la guerre, dire que nous allons couper l'eau, l'électricité, le carburant, le gaz. Parce que donc, ils vont mourir de faim. 10% de l'eau de la bande de Gaza est fournie par Israël. Voilà, tout est fourni par Israël, absolument.
Alors maintenant, le Qatar, bien entendu, a des bonnes relations avec Israël sans avoir de relations diplomatiques. L'Arabie saoudite également, par les accords d'Abraham aussi, peut véritablement discuter avec Israël. Pour la première fois, une délégation israélienne est partie en Arabie saoudite, du jamais vu. Et que l'Arabie saoudite a envoyé même un ambassadeur à Ramallah. Donc, ce qui veut dire que quand même, il y a eu des évolutions positives ces derniers temps avant ces événements-là. Merci. Voilà, donc... oui, allez-y, très rapidement, on est rattrapé par le temps. Très rapidement, non. Je veux insister seulement vraiment sur l'initiative que doivent prendre l'ONU, l'Union européenne, vraiment pour relancer les négociations de Oslo, de Madrid, de la feuille de route, etc., qui avait amené quand même une certaine stabilité, mais que si on laisse les deux extrémismes donc s'affronter, on n'aura jamais de solution. Si des pays même qui étaient neutres ou bien qui avaient des positions médianes, comme la France, comme l'a dit M. Ndiaye tout à l'heure, la France et l'Allemagne, qui viennent de s'aligner sur les États-Unis, cela ne va jamais nous apporter véritablement une paix dans la région. Merci, professeur Babacar Sam, ancien ambassadeur en Égypte et enseignant au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était Point de vue et c'était le grand journal. Merci Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Meissa Mbaye à la digitalisation, El Hadj Ndiogou à la coordination, Mam Astoukan, chef d'édition. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média dans moins de 10